remercie de m'avoir invité, de me donner l'occasion de vous présenter une conférence là, sur la reconnaissance dans le fond. Donc, c'est une belle occasion dans le cadre de la Semaine des proches aidants qui, cette année, dans le fond, s'intitule, le thème de la semaine, c'est « Parce que nous sommes tous proches aidants ». Puis je trouvais que c'était un bon moment pour réfléchir à ça, puis de commencer à parler de la reconnaissance de ce rôle-là, étant donné que, justement, ça va toucher tout le monde. Ça fonctionne. Voilà. Donc, dans une conférence comme ça, grand public, c'est toujours un petit peu difficile de déterminer le contenu parce qu'on ne sait pas d'avance à qui on s'adresse, on ne connaît pas vos connaissances de base sur le sujet, on ne connaît pas vos intérêts pour le sujet, donc c'est difficile là, de faire quelque chose qui pourrait convenir aux besoins de tout le monde. Donc, j'ai pensé séparer ça en 3 parties. En fait, donc, une partie sur mieux comprendre le rôle de proche aidant. Donc, on va essayer de connaître un peu c'est quoi être proche aidant. On n'ira pas trop en détail là-dessus. Je présume que vous savez quand même un peu de quoi on parle. Ensuite, deuxième partie, encourager ceux qui l'assument à s'identifier comme proche aidant. On verra tantôt pourquoi l'importance de ça, donc de se reconnaître comme proche aidant. Et ensuite, on va aller vers ce que je propose, une proposition, dans le fond, d'une stratégie nationale de soutien aux proches aidants. Il n'y a rien de nouveau, hein? Même on commence, la CAQ commence à en parler là, depuis les élections. Donc, dans le but de reconnaître le rôle de proche aidant. Donc, à travers tout ça, on va pouvoir avoir des informations, là, donc comment connaître, reconnaître et se reconnaître. Donc, connaître le rôle de proche aidant. Il n'y a pas une seule façon d'être proche aidant. T'sais, on ne dit pas il faut consacrer un certain nombre d'heures par semaine, par jour pour être considéré proche aidant. Parfois, être proche aidant, c'est prendre soin de quelqu'un, mais de rien faire, d'être juste là. Donc, c'est pour ça que le continuum qui est là, ça peut être de ne pas intervenir. Donc, c'est offrir un soutien également à une personne en perte d'autonomie que de ne rien faire pour elle, mais de juste la laisser vivre et conserver son autonomie, son degré d'autonomie. Donc, parfois, ça commence là, juste d'être là de loin, de surveiller de loin. Et on a évidemment, à l'autre bout du continuum, prendre soin de quelqu'un de façon permanente, continue, 24 heures par jour, quelqu'un qui vit avec nous, par exemple, donc qui est très dépendant. Puis entre les deux, bien, il y a toutes les possibilités. Il y a toutes les possibilités. On peut avoir, par exemple, un soutien à distance. Ça arrive que des proches aidants ne vivent pas dans la même ville que la personne aidée, ils ne vivent pas dans le même pays même. Et donc, les services qui sont rendus ou le soutien qui est fait à cette personne-là est fait à distance, par téléphone. On appelle à l'occasion pour voir comment ça va. On appelle à la banque pour régler des problèmes qui se posent. On appelle Hydro, Bell Canada ou Vidéotron parce que la personne aidée a des problèmes avec son compte, par exemple. Donc, ça peut être des actions comme ça qu'on fait à distance et on n'a pas besoin d'être dans le même pays pour pouvoir faire ça, pour aider un proche aidé. On a aussi un soutien qui est plus ponctuel parfois, de faire encore des appels ou d'aller, mettons, une fois par semaine visiter un proche pour lui demander si ça va bien, pour amener une épicerie, amener des repas congelés, faire du transport à l'hôpital ou à des rendez-vous médicaux, des choses comme ça. Et aussi, ça peut être un soutien qui est plus continu, de l'ordre de donner des soins physiques, changer des pansements, faire la toilette, préparer des repas, des choses comme ça. Donc, vous avez vu à travers ces possibilités-là qu'il y a plusieurs formes, dans le fond, de proches aidants. Il y a plusieurs façons d'aider et ça ne demande pas toujours le même ampleur, la même fréquence, le même temps. Et ça se peut que ça reste comme ça pendant tout le temps de la proche aidance, mais ça se peut également que ça augmente avec le temps. Hein. Parfois, on peut commencer par un petit soutien à distance, un petit soutien ponctuel, et on va finir par offrir un soutien continu. Ce qui est important ici de mentionner, c'est que j'ai marqué à domicile et en établissement, parce qu'il ne faut pas oublier que même si la personne aidée est en établissement, il y a un proche aidant qui est là, et le proche aidant est là aussi pour le soutenir, pour l'aider, même si les services de base sont assurés par l'institution ou le milieu où la personne est hébergée. Donc, il y a tout le soutien psychosocial, il y a toute l'écoute, il y a parfois l'aide au repas et tout ça, même quand la personne est hospitalisée ou elle est hébergée. Ça va pour ça? Ça me permet de prendre une petite gorgée d'eau en même temps. Et donc,
vous avez compris, si pour vous le terme de proche aidant n'était pas, vous ne l'entendiez pas souvent, donc en quoi ça consiste finalement être un proche aidant? C'est prendre soin de quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'une aide significative pour son autonomie ou pour demeurer à la maison ou pour continuer ses activités régulières. Donc, l'aide qu'on offre à cette personne-là doit nécessairement, pour être considérée de la proche aidance, elle doit être non rémunérée. Donc, une aide qui est informelle, donc qui ne vient pas d'un professionnel de la santé. Donc, une infirmière n'est pas une proche aidante, un préposé aux bénéficiaires n'est pas une proche aidante. C'est une intervenante, une professionnelle du réseau de la santé. Donc, le proche aidant est un parent, un ami, un membre de l'entourage, quelqu'un de la famille qui donne de l'aide à quelqu'un d'autre de façon non rémunérée. Et on exclut également de la proche aidance les bénévoles. Si vous êtes un bénévole qui travaille dans un organisme encadré, un centre d'action bénévole, par exemple, et vous allez au domicile de quelqu'un qui a besoin d'aide pour l'aider, vous êtes un bénévole, mais vous n'êtes pas un proche aidant, au sens de la définition là, du gouvernement québécois de la proche aidance. Ça va? J'écris tout le temps plein d'affaires. Je ne sais pas si j'ai dit ce que j'avais écrit, mais c'est pas grave. Donc, c'est qui les proches aidants? Je vous ai sorti quelques statistiques. Ce n'est pas nécessaire de retenir tout ça, mais l'important, c'est de savoir que ça touche beaucoup de monde. Premièrement, il y a actuellement 25 de la population adulte là, de plus de 15 ans. Donc, une personne sur 4 de plus de 15 ans est un proche aidant. Donc, si vous faites le compte ici, là, on a tous plus que 15 ans, c'est sûr. Donc, il y a une personne sur 4 ici qui joue actuellement un rôle de proche aidant. Il y a plus de femmes que d'hommes, on s'en doutait. Par contre, ce qui étonne souvent, c'est les statistiques qu'on voit là, parce qu'on a l'impression que c'est 80 de femmes, parce que c'est toujours que des femmes qu'on retrouve dans le réseau de la santé qui demandent de l'aide aux organismes de proche aidants. Alors que finalement, il y a plus de femmes, mais c'est pas tant plus que ça, parce que c'est 59 de femmes qui assument le rôle de proche aidant. Donc, les hommes, ils sont très présents et moi, j'en profite toujours pour le nommer ça parce qu'il ne faut pas que les hommes se sentent exclus justement de ce rôle-là, parce que c'est aussi un rôle qu'ils sont de plus en plus amenés à avoir compte tenu des changements démographiques aussi. Tu sais, quand on avait 8 enfants, 4-5 filles là-dedans, il y avait des bonnes chances que le proche aidant de la maman âgée allait être une fille. Quand on a 1 ou 2 enfants, puis qu'on a 1 ou 2 garçons, bien, il y a plus de chances que les hommes soient impliqués également. Là. Donc, la démographie fait que les hommes se sont retrouvés aussi avec une responsabilité qui était prise auparavant par les femmes. Ce qu'il faut noter toutefois, c'est qu'il y a une différence dans les soins qui sont donnés par les hommes versus les femmes. Les hommes vont donner plus souvent des services de transport, de l'aide pour les affaires financières, par exemple, pour l'entretien de la maison extérieure, ramasser les feuilles, pelleter la neige, des choses comme ça, alors que les femmes vont être un peu plus impliquées dans le soutien plus psychologique et l'aide personnelle, pour les soins personnels. Donc, l'aide est un peu différente et donc l'intensité de l'aide est différente. On s'entend que pelleter, une fois que c'est fait. Là, on ne va pas pelleter 3 fois par jour pendant toute l'année, alors que nourrir quelqu'un ou changer une culotte d'incontinence ou donner un bain, c'est quand même plus régulier que d'aller pelleter. Donc, l'intensité de la tâche est quand même pas la même. Donc, il y a plus de femmes de façon générale, sauf chez les plus que 65 ans. Chez les plus de 65 ans, c'est pas mal égal, les hommes et les femmes. Pourquoi? En bas. Comment? Le temps de? On a plus de temps pour aider. Oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait la grande différence? C'est le fait que la maladie d'Alzheimer touche 2,5 fois plus de femmes que d'hommes. Donc, comme c'est les femmes qui sont touchées par cette maladie, bien, c'est les hommes, leurs conjoints, qui en prennent soin. Donc, ça fait augmenter le nombre d'hommes après 65 ans là, qui prennent soin de leurs conjoints. Sinon, bon, les aider, ça peut être n'importe qui, un conjoint, fils, fille, père, mère, frère, soeur, n'importe qui. L'aide qui est la plus offerte, c'est l'aide au transport, l'aide pour les travaux domestiques, les soins personnels et les soins médicaux. Donc ça, c'est l'aide qui est la plus offerte en général. Évidemment, dans les statistiques, on n'a pas d'informations sur la fréquence. Hein, le transport, c'est quoi? C'est 1 fois par semaine, c'est 3 fois par jour, c'est 1 fois par mois. On ne sait pas exactement. Même chose là, pour les soins médicaux et tout ça. On n'a pas d'informations sur l'intensité.
Et une autre chose qui est importante sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est ce qui est écrit en rouge ici. 40% des proches aidants disent ne pas avoir eu le choix d'assumer ce rôle. Donc ça veut dire, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 60% qui l'ont choisi, mais 40% qui ne l'ont pas choisi, c'est beaucoup de monde. Et quand on ne choisit pas ce rôle-là, puis qu'on nous l'impose, soit la famille nous l'impose, soit les circonstances nous l'imposent, soit le réseau de la santé nous l'impose parce qu'il n'y a pas assez de services pour aider la personne, quand on prend un rôle un peu par obligation, ça risque d'être un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content de le faire quand même à l'occasion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans le geste qu'on pose et tout ça, mais ça rend les soins plus difficiles là, parce qu'on est obligé de le faire, on ne l'a pas choisi. J'ai pas d'heure, fait que j'ai aucune idée comment je vais gérer le temps je ne vois pas d'heure nulle part. Mais quelqu'un me fera signe quand il y en aura la moitié de passé que je vois si je dois accélérer ou pas. OK, moi, ça peut m'aider. Parfait. Donc, on a aussi des statistiques sur les proches aidants d'aînés. Donc, l'appui a fait des études, en fait, qui démontrent, là, eux, ils s'intéressent aux proches aidants d'aînés, donc ils ont fait des études sur les proches aidants d'aînés. Donc, tantôt, on avait une personne sur 4 est un proche aidant au Québec, mais on a une personne sur 5 qui est un proche aidant d'aîné. Donc, ça veut dire que la majorité des aidés sont des aînés. Mais il y a d'autres aidés quand même. Il y a quand même des enfants qui ont besoin d'aide, des adultes de tout âge. Il n'y a pas que des aînés, mais c'est une majorité d'aînés. Il y en a 19% seulement qui se considèrent spontanément comme un proche aidant. Hein? Donc, à peu près 20%, ça veut dire que 80% des proches aidants, finalement, ils sont proches aidants puis ils ne savent pas. Ils ne savent pas eux-mêmes, puis ça prend, des fois, on leur dit, puis même quand on leur dit, on leur montre des définitions, on leur explique leur rôle, ils ne se considèrent pas comme un proche aidant quand même. Pourquoi? Parce que, selon eux, ce qu'ils font, c'est naturel. Ça fait partie des choses. On a épousé quelqu'un, cette personne est malade, on s'en occupe, ou notre mère, notre père est malade, on s'en occupe. Mais ça n'empêche pas que c'est un rôle de proche aidant quand même. Qu'on le perçoive ou non comme étant quelque chose, comme étant notre devoir ou pas, ça reste que c'est un rôle de proche aidant, mais on a de la difficulté à ce que les proches aidants s'identifient. Puis on va voir tantôt l'impact de ça un peu plus loin. Donc, 55% des proches aidants d'aînés ont entre 45 et 64 ans. Donc, ça veut dire la génération de personnes qui sont encore au travail. Donc, ça veut dire qu'ils cumulent à la fois le rôle de proche aidant et celui de travailleur, travailleuse, et en plus, celui éventuellement d'une famille avec, là, parce qu'on peut avoir des enfants à cet âge-là également. Donc, on voit ici les statistiques, 56%, étant donné que la moitié ont entre 45 et 64 ans, c'est normal que la majorité de ces gens-là travaillent. Donc, on voit que la majorité sont en emploi, 25% sont à la retraite, même s'ils ont avant 64 ans, parce que beaucoup ont pris leur retraite plus tôt pour assumer justement le rôle de proche aidant. Il y en a quelques-uns qui sont aux études et il y en a 10% qui sont autres, là, soit sur l'assurance chômage, par exemple, sur l'aide sociale ou CSST, tout ça, tout ce qui n'est pas emploi, études, de retraite. Donc, 16% ont plus de 65 ans, donc il y a quand même une bonne proportion de proches aidants qui sont également des aînés eux-mêmes, donc qui fait en sorte qu'ils ont possiblement ou potentiellement, eux aussi, une santé qui peut avoir des problèmes là, et se dégrader avec le temps. 13% seulement cohabitent avec l'aidé. Donc ça veut dire que la majorité des aidés vivent seuls. Ça veut dire que les aidants, qui sont majoritairement donc, de la génération donc de leurs enfants, finalement, vont s'occuper de l'aîné, l'aîné vit seul. Et donc ça pose aussi des difficultés. On parlait tantôt de l'aide à distance, l'aide ponctuelle. Et donc, c'est sûr que quand on vit avec la personne, il y a des choses qui sont plus simples, si on veut. Quand on n'est pas là, on ne voit pas tout, donc on est encore plus inquiet. Il faut appeler plus de fois, il faut parfois faire plusieurs visites là, par semaine, par jour, plusieurs appels même là, pour s'assurer que tout va bien. Donc, les proches aidants consacrent en moyenne 4 heures par semaine à l'aide. Encore là, bon, toutes ces statistiques-là, ça dépend toujours de comment on pose les questions. Hein. Dans ce genre de sondage, on demande aux gens, au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez aidé quelqu'un? Oui ou non? Donc, si vous avez été proche aidant pendant 10 ans, mais que ça a fini il y a 18 mois,
bien, si on vous demande au cours des 12 derniers mois, avez-vous été proche aidant, vous cochez non. Fait que vous n'êtes pas dans la statistique, même si vous avez été proche aidant pendant 10 ans avant. L'inverse est vrai aussi. Vous pouvez être proche aidant pendant seulement 2 mois et le sondage arrive à ce moment-là. Êtes-vous proche aidant, vous cochez oui. Puis vous avez été proche aidant 2 mois dans votre vie. La personne est décédée, vous ne serez plus jamais proche aidant de votre vie, mais vous êtes dans la statistique parce que ça a été fait à ce moment-là. Donc, il y a aussi des nuances là à faire au niveau des statistiques. Même chose au niveau du nombre d'heures qu'on pense à aider quelqu'un. Moi, je fais de la recherche qualitative. Quand on rencontre des proches aidants puis on leur demande combien de temps par jour vous consacrez à votre proche, tout le monde me répond 24 heures. Tout le monde. Là, on se dit comment on peut arriver à une statistique de 4,2 heures par semaine. Quand moi, ils me disent c'est 24 heures par jour. Enfin, 24 par jour fois 7, ça fait 168 heures. Puis eux autres, ils arrivent à 4. Donc, ça dépend comment ils comptent les choses. Hein? Puis si on dit qu'on appelle son proche, on prépare un repas, bien, prépare un repas, il calcule 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Mais tu sais, on sait que quand on s'occupe de quelqu'un et qu'on a une responsabilité morale à l'égard de quelqu'un, ça ne se calcule pas en 10 minutes. Là. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on le calcule, c'est une responsabilité qui est globale et qui est constante. Donc, il faut voir aussi en fonction de ces heures-là. Mais le portrait type, j'aime pas faire des portraits types parce qu'il y a toutes sortes de proches aidants. J'ai une étudiante récemment qui vient de terminer un essai sur des proches aidants adolescents, donc 12-18 ans. Des proches aidants qu'on oublie, qui prennent soin d'un parent qui a un trouble de santé mentale, qui a un trouble de dépendance, alcool, drogue, un trouble de toxicomanie. Donc, des parents qui ne sont pas capables eux-mêmes d'être parents, finalement, de s'occuper de leurs enfants, puis c'est les enfants qui s'occupent des parents. Ça existe aussi, mais on les connaît peu, ces adolescents-là. Ils ne sont pas dans les statistiques, ils sont trop jeunes, puis ils ne disent pas, là, ils vont à l'école, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas fait leur devoir parce que la veille, son père était en crise, puis qu'ils ont dû gérer la crise, puis qu'il a garoché tout dans la maison, puis il a fallu tout ramasser, la vaisselle cassée, là. Il ne dit pas à son professeur le lendemain, puis à ses amis, là. Donc, on ne connaît pas la réalité de ces jeunes adolescents-là. Mais si on regarde avec les statistiques qu'on a, le profil type d'un proche aidant, c'est une femme de 49 ans, sans enfants à la maison, peut avoir des enfants, mais ils sont grands, ils sont partis, qui travaille 37 heures par semaine, puis qui consacre à peu près 5 heures de soins par semaine à un aîné. Donc ça, c'est le profil type, mais on s'entend qu'il y a toutes sortes d'autres proches aidants, là. Les aidés aînés, eux, ils ont pour la plupart là, 80 ans. Puis dans le ouais, c'est ça, 80% des cas, c'est ça. Donc, on en a parlé un petit peu tantôt. Qu'est-ce qu'ils font les proches aidants? Donc, selon l'appui, donc les proches aidants d'aînés vont faire essentiellement du transport. Donc, 80% des proches aidants d'aînés font à un moment donné un service de transport. Ensuite, on a la préparation de repas, l'entretien de la maison, l'organisation des soins, les opérations bancaires, les soins personnels, les traitements médicaux, puis tout ce qui ne rentre pas là-dedans, qui a été classé dans « autres ». Donc, encore là, on n'a pas la fréquence. Hein? Donc, le transport, ça ne nous dit pas grand-chose. Est-ce que c'est une fois par semaine ou une fois par mois ou 3 fois par jour? On ne sait pas. Par contre, c'est pas anodin comme information parce que si on vit en milieu rural versus un milieu urbain, il y a des différences. Si on vit en milieu rural et qu'on doit accompagner son proche qui est en dialyse 3 fois par semaine, puis on doit faire parcourir 80 km pour aller chercher son proche, l'amener à l'hôpital, le ramener chez lui, puis retourner chez soi, puis qu'on fait 80-100 km comme ça 3 fois par semaine, le service de transport, ça devient une charge lourde là, pour le proche aidant. Alors que si c'est de l'amener chez le médecin une fois par 3-4 mois, évidemment, c'est autre chose. Donc, ça peut être très, très considérable. Là. Donc, combien d'entre vous, à main levée, offrent à quelqu'un de votre entourage au moins un de ces services-là? Hein? Ça a l'air d'à peu près ça, une personne sur 4. Donc, hein, on est dans les statistiques de proches aidants. Donc, si vous ne saviez pas que vous êtes un proche aidant, bien là, vous venez de l'apprendre. Donc, si vous faites ça pour quelqu'un, vous êtes un proche aidant. Et c'est autre chose aussi, évidemment, parce que tout n'est pas là, parce qu'il y a beaucoup d'autres services, comme je vous disais, juste du soutien psychosocial, de l'écoute. Il y en a qui ont beaucoup besoin de parler aussi, juste de parler avec quelqu'un qui a besoin, là, c'est aussi de l'aide qu'on fait et qui n'est pas noté ici. Là.
Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Le débit est correct, je ne parle pas trop vite. Puis le volume est bon jusqu'en arrière là-bas. Là. Il y a des gens qui sont loin. Là. J'ai de la misère à vous voir. Moi, j'enseigne à des groupes presque aussi nombreux, mais d'habitude, ils sont assis en rang d'oignon. Ça fait que ça fait un autre genre de salle comme ça. C'est étrange. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu dire là, sur le rôle de proche aidant. Je terminerai peut-être juste en disant que il y a bien sûr à l'intérieur de ce rôle-là des aspects positifs. Hein? Prendre soin de quelqu'un, c'est valorisant aussi. Hein? Ça nous donne un sentiment de devoir accompli, ça nous donne un sentiment de compétence, parfois d'estime de soi, parce qu'on réalise des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Donc, ça a beaucoup d'aspects positifs. On recrée parfois des liens avec quelqu'un qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas eu ce rapport d'aide entre les deux. Donc, le fait de nourrir quelqu'un, ça crée une certaine intimité, hein, de changer quelqu'un, de laver, de l'habiller. Tu sais, nécessairement, ça crée une intimité que parfois on n'aurait pas eu l'occasion, hein, évidemment, de faire. Et ça nous donne justement cette opportunité de créer ce lien. Donc, il y a beaucoup d'aspects positifs au rôle d'aidant. Le sentiment d'être utile également, d'avoir un sens à sa vie. Il y a bien sûr, de l'autre côté, beaucoup d'aspects négatifs. Ça a été documenté, ça, depuis les 30 dernières années, tous les impacts du rôle de proche aidant, les impacts sur la vie personnelle, au plan physique, psychologique, sur les finances personnelles. On s'appauvrit quand on devient proche aidant, c'est documenté également. Les impacts professionnels, parfois, on refuse certains déplacements pour le travail, certaines promotions et tout ça parce qu'on s'occupe de quelqu'un et on ne veut pas s'éloigner, on ne veut pas travailler plus, on prend la retraite plus tôt, etc. Donc, tout ça, ça a été documenté. Et donc, moi, ce sur lequel j'insiste maintenant, c'est plus pas tant les aspects positifs, aspects négatifs, mais je trouve que c'est important que les proches aidants se reconnaissent pour éviter les risques inhérents au rôle de proche aidance. Et pour moi, il y a 3 risques inhérents au rôle de proche aidant. Et ce sont ces 3 risques-là. Donc, l'épuisement. L'épuisement avec, on parlait tantôt du cumul des tâches quand on doit à la fois travailler, avoir des enfants, parfois à la maison, parfois non, en plus de s'occuper de quelqu'un, dépendant de la maladie. Des fois, c'est très intense, mais ça ne dure pas longtemps. C'est quelqu'un qui a un cancer qui se déclenche très rapidement, qui va vite, donc la fin de vie arrive rapidement. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire vite, rapidement, et on n'a pas le temps de s'adapter, de s'ajuster. Parfois, c'est l'inverse, c'est une maladie comme la maladie d'Alzheimer qui s'étend sur 7, 8, 10 ans. Et donc, ça prend, tu sais, c'est sur la longueur, là, c'est pas intense à chaque jour, mais c'est la longueur qui fait la différence. Donc, tout ça, peu importe là, la situation, peut amener les proches aidants à s'épuiser. Et ça, c'est très documenté également. L'épuisement, c'est un des premiers... Puis, en fait, les proches aidants réalisent souvent qu'ils sont proches aidants quand ils sont épuisés. Parce que quand ils sont épuisés, là, ils appellent à l'aide, ils crient au secours. Et là, quand ils crient au secours, il y a quelqu'un qui se rend compte, ah, bon, c'était une proche aidante. Puis là, on veut les aider. Mais le problème, c'est que là, c'est tellement rendu loin que finalement, la personne aurait tellement besoin d'aide qu'on a de la difficulté à lui offrir toute l'aide dont elle aura besoin. Donc, l'épuisement qui guette les proches aidants, c'est insidieux l'épuisement, hein, parce que ça vient lentement, ça vient tranquillement. Et le problème, c'est qu'on s'adapte. On s'adapte à chacune des étapes, on s'adapte, on en reprend de plus en plus, on en prend de plus en plus, puis à un moment donné, on casse. Mais quand on casse, là. Et donc, on va revenir tantôt. Attends, je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la partie de pourquoi je trouve ça important que les gens se reconnaissent comme proches aidants, c'est pour éviter, premièrement, les risques inhérents au rôle de proche aidant. Et ensuite, le deuxième qu'on va voir après, c'est pour aller chercher de l'aide. Donc, premier, pour éviter les risques. Donc, le premier risque, l'épuisement. Le deuxième risque, l'isolement. Pourquoi on s'isole quand on est proche aidant? Parce que les gens ne nous invitent plus. Hein? On est moins intéressant pour les amis quand on a notre conjoint qui est malade, qui ne comprend pas trop ce qui se passe ou qui a besoin d'accommodement ou qui a besoin d'adaptation dans tous les loisirs ou dans toutes les activités. Donc, on a moins envie d'inviter des fois ce couple-là.
Donc, pareil, quand on a un enfant malade, la famille nous invite moins. Tu sais, c'est compliqué. Ah, lui, il mange pas telle affaire, il fait pas telle affaire. Ou là, donc, on invite moins les gens qui s'occupent de personnes malades. Donc, les gens nous isolent et on s'isole également parce qu'on trouve ça, des fois, c'est trop fatigant, c'est trop... préparer la personne pour partir, puis là, elle arrive dans un nouveau milieu, faut s'adapter, c'est compliqué. Après ça, on revient à la maison, il faut se réadapter à la maison, c'est difficile. La préparer avant de partir, c'est long, etc. Ce qui fait en sorte que, finalement, on se dit, ah, sais-tu, je pense que je vais rester à la maison tranquille, on va regarder un film, puis ça va être correct, là. Donc, on s'isole soi-même comme proche aidant, les autres nous isolent également. Et enfin, la maltraitance. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu abordé, donc que je commence à développer depuis un an environ. Donc la maltraitance envers les proches aidants. On vous a glissé un petit mot tantôt là, dans ma présentation. Donc les proches aidants, dans le cadre de leur rôle de proche aidant, sont susceptibles d'être maltraités. Maltraités par l'aidé, parfois de façon involontaire, parfois de façon volontaire, en raison de sa maladie, parfois, maladie d'Alzheimer ou toute autre démence, maladie psychiatrique, donc qui fait que la personne peut poser des gestes d'agressivité, des gestes physiques, volontairement ou non. Donc, la personne peut être maltraitée par son entourage également, le reste de la famille qui lui impose le rôle ou qui sont, tu sais, les membres de la famille là, qui ne s'impliquent pas, mais qui ne sont jamais contents sur ce qu'on fait, qui sont toujours en train de critiquer, toujours en train d'évaluer ce qu'on est en train de faire. Eux, ils ne le font pas, mais c'est pas comme ça qu'ils le feraient s'ils le faisaient. C'est ça, il y en a toujours des exemples comme ça. La maltraitance peut provenir également du réseau de la santé qui n'offre pas suffisamment de soutien et de soins aux proches aidants, qui les laisse s'isoler et s'épuiser. Donc, pour moi, ça, c'est une forme de maltraitance. Et enfin, la maltraitance peut provenir de l'aidant lui-même également. Hein, ce qu'on appelle l'auto-maltraitance ou l'auto-négligence. Hein, quand on arrive au point d'être épuisé, d'être malade, de mourir avant, des fois, le proche aidé, c'est parce qu'en quelque part, on n'a pas tenu compte de ses propres besoins, puis on s'est soi-même auto-négligé. Là. Donc, c'est là-dessus que je consacre les prochaines années de mes recherches pour tenter de faire parler, en fait, de ce phénomène de maltraitance envers les proches aidants dont on ne parle pas assez. Donc, pourquoi il faut que les aidants se reconnaissent? Pour éviter ça. Donc, si vous êtes proche aidant, sachez que ça peut vous guetter, donc il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. Si on prévient, justement, ça n'arrive pas. Et on sait que chaque dollar qui est donné en prévention, c'est 7 à 8 dollars que ça ne coûte pas en curatif, là. Donc, c'est important, la prévention. Pourquoi donc il faut aussi se reconnaître pour aller chercher de l'aide. Donc, si vous n'êtes pas vous-même, vous ne vous reconnaissez pas comme proche aidant, vous ne demanderez pas d'aide. Si les intervenants ne vous reconnaissent pas, ils ne vous offrent pas d'aide. Donc, de l'aide, il y en a. Évidemment, on ne peut pas faire la nomenclature ici de tous les services dans la région. Je pense que vous êtes déjà au sein d'organismes qui fait que vous devez savoir un peu comment aller chercher de l'aide. Mais s'il y a peut-être un numéro à retenir ou en tout cas à prendre en note, c'est le Info Aidant. Où là, si vous appelez là, vous pouvez avoir des informations sur le rôle de proche aidant, vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir des ressources également. Tu sais, moi, j'habite telle région, j'aimerais avoir tel service, qui pourrait m'aider? Donc, il y a quelqu'un là qui va vous aider. Il y a évidemment toutes sortes d'organismes qui sont ici. J'ai repris les organismes dans la région. Il y en a plein d'autres, il y avait toute une liste. J'en ai ressorti juste pour vous donner un exemple. Il y a toujours dans toutes les régions un organisme de proche aidant. Et il y a aussi plein d'organismes qui s'occupent de plein de maladies ou d'états. Si la personne a la maladie d'Alzheimer, si la personne a Parkinson, cancer, il y a plein d'organismes qui s'occupent aussi de ces maladies-là et donc qui s'occupent des proches aidants, qui accompagnent des gens qui ont ce type de maladie. Donc, des services, il y en a, il faut les utiliser. Il ne faut pas attendre. Souvent, on se dit, j'ai pas besoin de ça. Allez voir quand même. Allez voir ce qu'ils peuvent vous offrir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous... ça pourrait m'intéresser, ne serait-ce que de l'information, ne serait-ce que de la documentation. Tu sais, on commence comme ça. Et quand on est dans le système, vous allez voir que vous allez l'utiliser, l'aide, et c'est ça qui va faire que vous allez tenir plus longtemps. C'est ça l'idée. Les gens pensent souvent qu'ils sont faibles s'ils vont chercher de l'aide. Au contraire, aller chercher de l'aide, ça fait en sorte que vous allez tenir le coup plus longtemps et vous allez le faire dans de meilleures conditions et vous allez sortir de ça en meilleure santé. Et juste ça, ça vaut la peine, là. Donc, les ressources sont là pour ça, il faut aller les chercher. Donc,
est-ce que je vous ai convaincu qu'il faut se reconnaître comme proche aidant? Mais les aidants ne se reconnaissent pas. Fait que si c'est pas vous, si vous êtes là-dedans, parfait, peut-être que ça vous a incité à vous reconnaître comme proche aidant, mais aussi à reconnaître les proches aidants autour de vous. Hein, parfois, il faut leur dire, toi, là, tu es une proche aidante. Comment, c'est quoi ce proche aidant? Tu sais, donc, parler avec les gens autour de vous. Une personne sur 4, là. Fait que c'est facile de se retourner, de regarder à côté de nous, c'est qui? C'est qui les personnes sur 4? Il y en a plein, il y en a tout le tour, là. Donc, il faut qu'on se reconnaisse. Et l'intérêt, en fait, que les proches aidants se reconnaissent, qu'ils aillent chercher de l'aide, va faire également en sorte qu'on est rendu, je pense, dans l'étape où il faut se mobiliser pour reconnaître encore plus le rôle de proche aidant. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Vous aussi? Bon, bien, tout le monde. À votre santé, on prend toute une gorgée d'eau en même temps. Donc, la reconnaissance du rôle de proche aidant, ça ne vient pas d'ici, là. On n'a pas inventé ça. Bien qu'on a été quand même au Canada et particulièrement au Québec, on a été assez novateurs dans... on a été parmi les premiers à parler du rôle de proche aidant il y a 30 ans. On était dans... mais en même temps, on a perdu cette avance-là parce que les autres pays qui ont suivi notre exemple, qui ont entendu parler des proches aidants par le Canada, par le Québec, ont pris les devants et ont développé toutes sortes de politiques puis de services, puis nous autres, on est comme en arrière à la traîne, là. C'est presque gênant parce qu'on aurait dû faire ça avant nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement ailleurs dans le monde qui reconnaissent les proches aidants? Donc, il y a des allègements fiscaux. Donc, je vais vous en parler tantôt, c'est ce qu'on a ici au Québec. Des compensations ou des allocations financières, qui est différent d'un allègement fiscal. Un allègement fiscal, on a des crédits d'impôt, alors qu'une compensation ou une allocation, on reçoit un chèque pour prendre soin d'un proche. Des droits légaux à travers des lois ou des reconnaissances plutôt symboliques là, à travers des lois qui sont en fait plus des politiques là, que des lois ou des lois qui sont symboliques. Et ça, ce sont tous les pays qui font des affaires. Fait qu'évidemment, on ne détaillera pas ce que chaque pays fait exactement par rapport aux aidants, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont impliqués, là, qui sont en train de reconnaître le rôle de proche aidant, parfois plus récemment que d'autres. Qu'est-ce qu'on fait au Québec, au Canada? Je n'irai pas en détail là-dedans. En plus, c'est petit, vous ne voyez pas grand-chose. Ce que je voulais noter ici, c'est qu'au Canada, on a essentiellement des crédits d'impôt. Des crédits d'impôt remboursables, non remboursables. On a, moi-même, c'est petit ici, fait que je vais aller ça. Des mesures pour personnes ayant un revenu de travail et des dépenses élevées liées à une maladie ou à un handicap. On a un nouveau crédit d'impôt pour les vétérans qui s'appelle Relève d'un aidant familial. Là où j'attire votre attention, c'est plus par rapport aux congés payés. Donc, on a, je ne sais pas si vous savez, mais avec l'assurance chômage, on peut avoir accès à des prestations de compassion. Donc, pour quelqu'un, si on a un proche qui est en fin de vie, on peut, avec l'aide de l'assurance chômage, là, avoir une période de 6 semaines pour accompagner quelqu'un en fin de vie. Donc, on est sur l'assurance chômage, dans le fond, pendant les 6 semaines. Donc, c'est un congé de compassion et après, on retourne au travail. Évidemment, ça, le problème, c'est qu'il faut travailler pour avoir accès à ça. Si on est à la retraite, on est étudiant, ben on n'a pas accès à ces choses-là parce qu'on n'est pas sur le marché du travail. Donc, on a également des congés sans solde qui sont possibles jusqu'à 8 semaines de congés sans solde. Bon, ça, c'est à travers le Canada. Quand ils n'ont pas d'autres, quand les provinces n'ont pas d'autres politiques, au Québec, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, on a des petites particularités. Donc, je vais y aller peut-être avec l'Ontario. On a des congés sans solde, des congés familiaux, puis des absences supplémentaires de 8 semaines. Donc, essentiellement des congés, encore ici, mais c'est toujours des congés sans solde. Et donc, il faut avoir les moyens de prendre un congé sans solde. C'est beau, au moins, on ne perd pas son emploi si on va s'occuper d'un proche, notamment en fin de vie. On peut retourner après au travail, mais on n'a pas été payé pendant ce temps-là. Donc, il faut avoir les finances pour être capable d'assumer ce congé-là. Ce qui est intéressant en Nouvelle-Écosse, c'est qu'ils ont une allocation qui donne 400 $ par mois pour ceux qui ont un revenu annuel de moins de 22 125 $. Donc, le proche aidant reçoit 400 $ par mois pour pouvoir aider un aidé. Donc, ça l'aide au moins
à payer des choses. Puis des fois, on travaille un peu moins quand on est proche aidant. Donc, des fois, on travaille 4 jours semaine au lieu de 5, puis on peut combler avec cette allocation-là. Et on a aussi un programme qui offre 500 $ par mois pour le proche aidé. Donc, l'aidant a des sous, l'aidé a également des sous. Et on a aussi un remboursement de 495 $ par année pour des frais de déneigement. Ça veut dire qu'il y a de la neige en Nouvelle-Écosse. Donc, on peut au moins, comme on sait que quand on ne peut pas pelleter soi-même, il faut embaucher quelqu'un pour le faire, ça coûte des sous. Donc, au moins, le gouvernement dit, bien, les aidés, on va pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir un déneigement. Donc, au Manitoba, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont passé une loi sur la reconnaissance de l'apport des aidants naturels. Donc, c'est une loi qui est là. C'est une loi qui est par contre symbolique. Donc, dans le fond, c'est très intéressant sur papier. Ça reconnaît les droits des aidants, ça reconnaît la charge que ça demande, ça reconnaît tout ça. Le problème, c'est que ça ne fait pas grand-chose dans la vie parce que cette loi-là est symbolique plus qu'autre chose, ce qui fait qu'un proche aidant ne pourrait pas prendre la loi puis poursuivre le gouvernement puis dire, ben moi, mon droit comme proche aidant n'a pas été reconnu. Donc, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On a quand même reconnu à travers une loi le rôle de proche aidant. Donc, c'est quand même un exemple qu'on devrait suivre, mais aller un peu plus loin. Nous, ce qu'on a au Québec, peut-être vous savez, si vous êtes vous-même proche aidant, des crédits d'impôt, remboursables, non remboursables, qu'on essaie de cumuler avec les autres du Canada, du fédéral. C'est très complexe, c'est très restrictif. Il y a plein de règles. Il faut que le proche aidé ait 70 ans et plus. Il faut qu'il habite avec vous. Il y a tellement de contraintes qui fait que, bon, les gens, souvent, ils ne rentrent pas dans ces cases-là. Ou bien, ils ne savent pas. Ou bien, ils appellent leur comptable. « Ah, j'ai entendu parler qu'il y a des crédits d'impôt. » Les comptables, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. On a de la misère à trouver les formulaires. C'est tellement difficile d'accès qu'il y a un très petit pourcentage de proches aidants qui bénéficient de ça. Et en fait, c'est quelques centaines de dollars par année. Là. Ça ne change pas vraiment la vie du proche aidant, ces crédits d'impôt. Et on a récemment donc des nouvelles normes du travail. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, là, au mois d'octobre, au mois de juin, on a passé des nouvelles lois là, sur la loi des normes du travail a été mise à jour. Et donc, on a changé des choses et on a favorisé les proches aidants. J'y reviens tout de suite après dans la diapo suivante. Mais encore là, bien évidemment, les normes du travail s'appliquent aux proches aidants qui travaillent. Même chose pour les crédits d'impôt. Bien, il faut payer de l'impôt pour bénéficier d'un crédit d'impôt. Et il faut en payer suffisamment pour que ça fasse une différence. Voilà. Fait que c'est ce qu'on a au Québec. On n'a pas rien, et au Canada. Donc, on n'a pas rien, mais on n'a pas grand-chose, en fait. Et on a à côté de ça, en parallèle, si on veut, des services qui sont offerts aux proches aidants, comme on disait tout à l'heure. Mais il n'y a rien qui est comme arrimé ensemble. Et c'est là-dessus que je vous amène après, quand je vais vous parler d'une stratégie nationale qui permettrait justement qu'on ouvre le débat à quelque chose de plus organisé, en fait, qui serait beaucoup plus large. Madame, oui. Vous êtes au courant aussi qu'à Revenu Canada, le crédit d'impôt, on peut l'avoir même si la personne ne demeure pas avec nous? Oui. Pas au Québec, là, mais au Canada, ouais, c'est ça. Oui. Il faut que je tousse. Excusez. Avec la CAQ, ils n'ont pas dit qu'ils changeraient ça? Oui, ça s'en vient, mais là, c'est une promesse. Puis ils viennent d'arriver, ils s'installent. Fait que là, on va voir là, ce que ça va donner. Ça va prendre encore quelques temps, mais oui, ils ont mis ça dans leur carton. Donc, vous pouvez être sûr que je les talonne et d'autres personnes les talonnent aussi. Là. Les regroupements d'aidants sont derrière eux. Puis, en tout cas, s'ils ne veulent pas le faire, ils vont avoir à justifier à maudit, là, parce qu'il y a du monde en arrière là, qui pousse. Là. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas tombé dans l'oreille de sourds, là. Ça, c'est clair. Donc, les changements aux normes du travail, je ne m'attendrai pas non plus longtemps là-dessus. J'ai encore même aucune idée quelle heure. Je veux juste que vous sachiez, parce que c'est des nouvelles dispositions de la loi, puis souvent les gens ne sont pas au courant, puis 10 ans plus tard, on se dit « Ah, tiens, on avait ça qui existait, on ne savait pas », parce qu'on dirait qu'il n'y a pas tant de publicité que ça. Donc, pour la première fois dans l'histoire du Québec, on a mis le mot « proche aidant » dans une loi. Donc, la loi sur les normes du travail vient d'ajouter le mot proche aidant. Le salarié qui agit comme proche aidant peut se prévaloir de ses absences s'il détient l'attestation d'un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions. Donc là, le problème de ça, hein, vous voyez venir, c'est que pour être considéré proche aidant par les normes du travail, il va falloir avoir un papier. Donc le papier, il faut aller le chercher quelque part. Là, on nous dit que ça nous prend un professionnel de la santé. Ah, OK.
Bon, il y a des gens qui n'ont pas toujours de professionnel de la santé. Quel professionnel de la santé peut remplir le formulaire? Et il faut qu'il soit régi par un code des professions. Mais le code des professions, là, il y en a, je ne sais plus trop, là, 50 quelques professions qui sont dans le code des professions, dont des chimistes, toutes sortes de noms de même. J'imagine qu'un chimiste, il ne va pas signer un papier comme quoi cette personne-là est une proche aidante, même s'il est dans le code des professions. Donc, ça va revenir aux médecins, travailleurs sociaux, psychologues, ça va revenir aux professionnels de ce type-là, qui sont souvent difficiles d'accès, parce que vous savez que le réseau de la santé est surchargé, on a de la misère à avoir des rendez-vous. Donc, combien de temps ça va prendre pour avoir accès à ce papier-là? Donc, ça, c'est sûr que l'idée est bonne, l'idée est intéressante, mais je ne sais pas, dans l'opérationnalisation, je pense que ça va être le bordel. Je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller là-dedans, on le verra là, dans les prochains mois, parce que ça, c'est une disposition là, qui est en vigueur depuis le 12 juin dernier. Fait que c'est assez récent. Donc, je ne sais pas s'il y a des proches aidants qui ont embarqué déjà là-dedans, puis s'il y a déjà des problèmes qui se sont posés. Autre chose, on a augmenté les congés pour prendre soin d'un parent. Donc, on peut avoir maintenant jusqu'à 16 semaines pour prendre soin d'un proche en tant qu'un proche aidant. On peut avoir 36 semaines si c'est un enfant mineur. C'est un allongement de ce qu'on avait déjà, c'est très bien, mais encore une fois, ce sont des congés sans solde. Donc, il faut être capable de l'assumer. Ensuite, on peut s'absenter sur une période dans la même année, là, 27 semaines, encore là, sans solde, lorsque sa présence est requise auprès d'un parent. Donc, ça veut dire que, dans le fond, on peut partir de son emploi pendant jusqu'à 27 semaines et on conserve son lien d'emploi. Donc, l'employeur ne peut pas nous congédier au retour sous prétexte que ça fait 27 semaines qu'on est parti. On a le droit de partir, puis ça, c'est 27 semaines, c'est 6 mois, là. On peut partir 6 mois et on ne perd pas son emploi. Donc, c'est intéressant de conserver ce lien d'emploi, mais il faut financièrement pouvoir le faire. Il y a une entente aussi qui peut être intéressante pour les proches aidants entre l'employeur et le salarié, qui fait qu'on peut étaler les heures de travail sur une période, tu sais, mettons, on travaille 35 heures semaine. OK? Ce qu'on peut, on peut s'entendre avec l'employeur pour dire, pendant cette semaine, j'aimerais faire 30 heures au lieu de 35, puis la semaine prochaine, bien, je vais faire 40 heures. Donc, dans les 2 semaines, finalement, on va avoir fait le nombre d'heures qu'on fait habituellement, mais au lieu de faire toujours 35 heures, on peut réduire certaines semaines, augmenter d'autres semaines. C'est pratique pour les parents en garde partagée, par exemple, qui auraient un enfant malade. Donc, pendant la semaine où ils ont leur enfant, ils pourraient travailler beaucoup moins, donc être plus rapidement à la maison après le travail, par exemple, ou rentrer un peu plus tard le matin pour s'occuper de l'enfant. Et quand c'est pas sa semaine, bien là, cette semaine-là, il fait une plus grosse semaine au travail. Donc, ça peut être intéressant pour des proches aidants, c'est certain. Le problème, c'est que ça tient sur une entente entre l'employeur et l'employé. Donc, ça va dépendre si on a un employeur qui est gentil puis qui accepte. Parce que l'employeur n'est pas tenu de le faire. On ne l'oblige pas à le faire, il faut qu'il soit d'accord. L'application du droit de refus de travailler. Donc, on peut refuser de travailler plus que 2 heures supplémentaires si on n'a pas été prévenu à l'avance. Et si on n'a pas été prévenu à l'avance, on peut je vais recommencer ma phrase. Plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail. Donc, on peut refuser de faire de l'overtime si on ne savait pas, puis que moi, je dois rentrer parce qu'il faut que j'aille chercher ma mère au centre de jour ou je dois m'occuper d'un proche. Donc, je ne peux pas faire le 2 heures supplémentaires. Je peux refuser de le faire. Et si je n'ai pas été informée 5 jours à l'avance que je devais travailler, si l'employeur m'appelle pour travailler demain, je peux refuser également. Donc, il y a des emplois, parfois, c'est qu'on ne pouvait pas refuser. Tu sais, si on refusait, on perdait son emploi. Là, c'est qu'on a le droit de refuser si on n'a pas été prévenu à l'avance. Bon, évidemment, il y a des exceptions. Ça ne s'applique pas aux gens qui sont en disponibilité ou dans les travailleurs agricoles. Bon, effectivement. C'est pas tout de suite, c'est juste en 2019. Oui, ça s'en vient. Ça, c'est les 3 derniers, c'est pas encore en vigueur, ça va être en janvier 2019. Et on a ajouté des jours de congé dans le cas du décès. 5 jours de congé, dont 2 jours rémunérés. Et on a le salarié qui a plus de 3 mois de service continu peut également avoir 2 jours de congé payés par an pour prendre soin d'un parent ou d'une personne auprès de laquelle il agit comme proche aidant. Donc ça, c'est 2 jours qui n'étaient pas là, qui sont là maintenant, qui sont payés en fait, parce qu'on avait droit à 10 jours non payés. Là, on a droit à 2 jours payés sur les 10 jours qu'on avait droit avant. Donc, c'est mieux que rien. Hein, c'est quand même une avancée. On reconnaît que les proches aidants ont des situations familiales qui font en sorte que la conciliation travail-famille est difficile et on reconnaît ça dans une loi.
Donc, on commence, c'est mieux que rien, mais il reste, à mon avis, là, beaucoup de choses là, qui auraient dû être faites. Puis, en tout cas, il va y avoir des problèmes, je pense, avec ça dans les prochains mois. Donc, on pourra voir où on s'en va avec ça. On finit à midi, hein, c'est ça? OK, on va être parfait. Oui. Ça va bien pour l'instant? Et donc là, où je vous amène, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Tu sais, la question de ma conférence, c'était qu'est-ce qu'on attend pour reconnaître la contribution sociale des personnes proches aidantes? Tu sais, je pense que je n'ai pas à vous convaincre que le rôle de proche aidant est essentiel à la société, qui font quelque chose d'extraordinaire sans lequel la société ne fonctionnerait pas, on s'entend, si les proches aidants n'étaient pas là. Comment on pourrait faire pour les aider mieux qu'on le fait actuellement? Là, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des services, on offre des crédits d'impôt, là, on a rajouté des congés. Mais tu sais, tout ça, ça a été fait, ce sont des mesures qui sont faites ici et là, qui sont parsemées ici et là, pour répondre parfois à des pressions sociales de certains groupes. Tu sais, on a vu récemment, là, je ne sais pas si vous avez vu, tout le monde en parle, quand les mamans d'enfants lourdement handicapés là, sont venues lancer un cri de SOS en disant « il faut nous aider, nos enfants sont des cas lourds, puis on n'a pas d'aide et tout ça ». Là, quand il arrive quelque chose comme ça, bien là, on fait un petit quelque chose pour ce groupe particulier d'aidants-là. Là, avec l'appui, bien, on a des choses qui commencent à sortir par rapport aux proches aidants d'aînés, parce qu'on considère que là, bon, il y a beaucoup de proches aidants d'aînés, on va offrir plus de services, on offre une ligne d'écoute, on fait des petites mesures comme ça, mais c'est toutes des mesures éparpillées. Il n'y a rien qui est comme cohérent et commun ensemble pour regrouper l'ensemble des proches aidants. Parce que c'est beaucoup de monde si on regroupe tous les proches aidants ensemble. C'est sûr qu'il y a des besoins qui sont différents. Prendre soin d'un enfant lourdement handicapé de 8 ans, quand on a 25 ans, 28 ans, 30 ans, c'est pas la même réalité que de s'occuper d'un proche aîné de 82 ans qui a la maladie d'Alzheimer. Les besoins ne sont pas les mêmes, c'est sûr, mais il y a quand même quelque chose de global, il y a quelque chose de général dont on pourrait réunir ça sous un même chapeau. Si vous connaissez le proverbe africain, là, ça prend une famille, un village pour élever un enfant. Bien, moi, j'ai hâte qu'on se dise au Québec, là, ça prend une communauté pour accompagner un aidé. Ça prend une communauté. Donc, pour que la communauté soit mobilisée, hein, pour qu'on appuie les proches aidants qui appuient des aidés, bien, ça prend des mesures particulières et ça, c'est un exemple. Une stratégie nationale, c'est un exemple d'une mesure qu'on peut mettre en place qui va être justement globale. Donc, moi, j'avais proposé en novembre 2017 une stratégie nationale. Laurent, qu'on a proposé une au mois de mars en 2018, qui ne sont pas contradictoires, qui sont un peu différentes, mais on va exactement dans le même sens. Où l'idée, ce qu'on a en commun, en fait, c'est que le gouvernement doit soutenir les proches aidants. OK? Ça, c'est clair. Deuxième chose en commun, peu importe la situation de l'aidé. Donc, on ne va pas qu'aider les proches aidants d'aînés, on va aider tous les proches aidants, peu importe la réalité de l'aidé. Donc, considérer tous les aidants, finalement, peu importe la réalité. Et on s'entend aussi sur l'idée qu'on ne va pas mettre des mesures à la pièce, mais que ça nous prend quelque chose de global qui va toucher toutes les dimensions de la proche aidance. Parce que la proche aidance, ça touche plusieurs ministères, ça touche, tu sais, le ministère de la Santé, ça touche le ministère de l'Éducation, on a parlé des jeunes proches aidants tantôt, ça touche le ministère des Finances, ça touche le ministère du Loisir, ça touche la culture, ça touche tous les ministères, ça touche tout le monde. Donc, il faut que cette politique-là, elle soit générale et qu'elle ne provienne pas juste du ministère de la Santé, par exemple. Il faut que tout le monde soit impliqué. Et ça se fait parce qu'on le fait en maltraitance envers les aînés. On le fait, ça, ce regroupement intersectoriel puis interministériel pour proposer une politique contre la maltraitance, de lutte contre la maltraitance envers les aînés et les personnes vulnérables. On a une loi pour ça, on a des politiques cadres, on a des services, on a développé des plans d'action. On le fait en maltraitance. Hein. Donc, il y a une voie qui a déjà été tracée, ça veut dire que ça se fait. Donc là, je pense qu'on est rendu à le faire avec la proche aidance. Et justement, la CAQ en parle. La CAQ l'a dit depuis le début et Mme Blais est intéressée à faire ça. Donc, il faut voir maintenant à ce que ça soit fait et de la bonne façon. Ça, c'est une autre chose. Ça pourrait être fait, mais il faut voir. Donc, je vous présente en quelques minutes, là, en gros, qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi une stratégie nationale, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans.
Et après ça, on va pouvoir discuter ensemble. Donc, les éléments-là ne sont pas forcément en ordre. Pour moi, c'est 10 leviers qui permettraient à cette stratégie nationale de fonctionner. Donc, premièrement, offrir une reconnaissance juridique des proches aidants. Donc, mettre ça dans des lois, qu'on puisse avoir une reconnaissance juridique et éventuellement avoir des recours juridiques. Deuxièmement, évaluer la contribution sociale et économique des proches aidants. On le fait à l'occasion. On est capable, il y a une étude là, qui nous a dit là, combien les proches aidants permettent de sauver d'argent dans leur rôle de proche aidant. Ça se fait, mais ça se fait à l'occasion, à toutes les 10-15 ans. Puis il faudrait que ça soit fait constamment, régulièrement, pour que la population, que les gouvernements prennent conscience que réellement, là, c'est sûr que mettre en place une stratégie comme ça coûte de l'argent, mais c'est comme on disait tantôt, c'est de la prévention. Là, ça, c'est le 1 $ qu'on investit en prévention pour éviter que ça en coûte 8 après en curatif. Et pour pouvoir documenter ça, bien, il faut évaluer à chaque année combien vraiment ça rapporte de soutenir les proches aidants et combien les proches aidants donnent à la société en assumant ce rôle de proche aidant. Donc, vraiment d'avoir une structure qui nous permet d'évaluer ça de façon continue et pas juste une fois de temps en temps parce qu'un chercheur a une subvention pour ça, mais que ça fasse partie de la politique. Deuxième chose, réinvestir dans les services à domicile. Hein, bien sûr, les aidés veulent demeurer chez eux, que ce soit des jeunes enfants, que ce soit des aînés. On ne veut pas mettre les gens en institution, les gens ne veulent pas aller en institution, les gens veulent être à la maison. Pour être à la maison, il faut soutenir les proches aidants, donc ça prend des services, ça prend suffisamment de services et on le sait depuis longtemps que ça coûte moins cher à supporter quelqu'un à domicile qu'en institution. On le sait ça, donc c'est pas très compliqué là, à démontrer, on les a les données pour ça. Donc réinvestir dans les services à domicile, permettre un développement durable des organismes communautaires. Actuellement, les personnes qui soutiennent le plus les proches aidants sont les organismes communautaires. Les organismes communautaires, vous le savez, sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent, il y a des coupures tout le temps là-dedans, il y avait déjà pas grand-chose et on n'arrête pas de couper dans le pas grand-chose. Donc, il faut qu'on comprenne là, que ça, c'est pas le CLSC et l'hôpital là, qui soutiennent les proches aidants, c'est les organismes communautaires. Donc, c'est là qu'il faut qu'on mette de l'argent et donc leur donner suffisamment de moyens pour qu'ils puissent aider plus d'aidants de façon plus significative, de façon plus importante. Et qu'ils arrêtent d'être obligés de passer la moitié de leur temps à aller chercher des subventions pour justement ne pas fermer leurs portes l'année d'après. Mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation. Ça, en fait, c'est que ça fait 30 ans, là, bientôt, que je travaille dans le domaine de la proche aidance. Et en fait, en 1990, j'ai commencé. Et en 90, on disait... Il faut sortir de l'ombre. J'avais assisté au premier colloque, là, à le regroupement des aidants naturels de Montréal, en 90, puis le thème du colloque, c'était « Sortir de l'ombre ». Il faut sortir de l'ombre les proches aidants qui font un travail dans l'ombre. Mais on dit encore ça aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on dit que ce travail-là n'est pas reconnu, il faut le reconnaître. Comment ça se fait que ça fait 27 ans qu'on dit ça, puis qu'on ne le reconnaît pas encore? Donc, il y a quelque chose, en quelque part, là, qu'on a perdu en cours de route ou qui manque. Donc, on essaie de faire reconnaître ce rôle-là. On essaie que les aidants se reconnaissent eux-mêmes. Le problème, c'est que la clientèle d'aidants, elle change tout le temps, là. Les proches aidants, en 90, c'est plus les mêmes aujourd'hui, là. Fait que ça veut dire que cette job-là, de se reconnaître comme proche aidant, il faut la faire continuellement parce que c'est toujours des nouveaux proches aidants qui embarquent dans le système à chaque année. Donc, il faut faire ça continuellement et ça ne marche pas. Les aidants ne se reconnaissent pas. Donc, on se dit peut-être qu'il faudrait que le réseau de la santé les reconnaisse. Tu sais, normalement, quand un médecin, là, moi, si j'étais médecin, là, quand je donne un diagnostic à quelqu'un, là, bien, s'il y a quelqu'un assis à côté, là, souvent, les gens, ils vont à deux là, chez le médecin, ça arrive à l'occasion. Bien, vous, madame, là, je vous annonce que vous êtes une proche aidante. Tu sais, dès le départ, là, dès qu'on a un diagnostic, tout de suite, on embarque le proche aidant dans le système pour qu'on sache. D'abord, il va le savoir lui-même qu'il est un proche aidant, puis qu'on va commencer à installer justement cette reconnaissance-là. Et donc, faudrait que ça soit inscrit dans les dossiers, il faudrait qu'on aille les chercher, il faudrait que... Puis pas juste le médecin, le dentiste. Tu sais, s'il y a une personne atteinte d'Alzheimer là, qui va chez le dentiste, bien, elle a un proche aidant, cette personne-là. Donc, tu sais, le dentiste pourrait aussi être impliqué, le pharmacien, tout le monde autour de la personne aidée devrait savoir qu'il y a un proche aidant autour et ces gens-là pourraient aussi
agir comme, et, pour sensibiliser le proche aidant, pour lui, juste lui demander comment ça va. Hein, les proches aidants disent ça souvent, là. Tu sais, moi, on demande tout le temps comment va mon conjoint, là. Mais moi, là, personne ne me demande comment moi je vais. Ça serait le fun que tout le monde soit suffisamment sensibilisé pour que quand on connaît un proche aidant, là, on lui demande comment ça va. Parce qu'on le sait que c'est pas facile. Hein, donc, juste ça, ça fait du bien quand on est proche aidant, de sentir qu'on a des gens autour de soi qui sont capables de reconnaître que ce qu'on fait, c'est essentiel et en même temps, c'est difficile, puis ils s'intéressent à notre bien-être, là. Donc, ça, tout le monde pourrait le faire, mais c'est pas qu'on veut mal faire, c'est que des fois, on ne sait pas comment faire. Tu sais, on n'ose pas ou on ne le sait pas. Donc, sensibiliser. Donc, la campagne de sensibilisation, pour moi, ça serait pas juste de viser à ce que l'aidant se reconnaisse, pas à viser à ce que les professionnels reconnaissent les aidants, bien qu'il faudrait que ce soit le cas, mais aussi à tout le monde, toute la population, de reconnaître qu'on a autour de nous des proches aidants, puis de les aider. Donc, j'ai une amie récemment qui vient d'accompagner là, son papa en fin de vie. Elle avait accompagné sa maman l'année dernière. Donc, 1 an et quelques de différence, elle a perdu ses 2 parents. Et bon, moi, je ne pouvais pas faire grand-chose. Là. Je travaille à temps plein, je suis occupée, c'est mon amie. Mais je l'appelais régulièrement, je lui textais comment ça va et tout ça. Puis je lui prépare des repas. Quand je fais un repas pour ma famille, je fais une grosse lasagne, j'en fais 2. Puis là, je lui apporte la lasagne. Fait qu'elle, quand elle revient des soins palliatifs, là, à 7 heures le soir, puis elle est épuisée, elle est fatiguée, à la fin, ça ne tente pas de se faire dégeler une pizza congelée, pas bonne. Bien, elle a une lasagne, j'ai préparé une lasagne, j'ai fait... Tu sais, donc là, j'ai texté à mes autres amis, on a un petit réseau familial, j'ai dit « Hey gang, on se mobilise, on est 5, on leur fait chacun un repas. Si chacun on fait un repas, bien, ils ont une semaine de repas, tu sais, qui est déjà prêt. C'est rien pour nous quand on fait à souper pour notre famille d'en faire un autre. Mais si on est 5 à faire ça, elle reçoit 5 repas, sa semaine est comblée, ça ne coûte rien, pas besoin de faire les commissions, pas besoin de préparer à manger, elle arrive, c'est chaud, c'est prêt. Donc, c'est des petits gestes comme ça qu'on peut tous faire pour un proche aidant. Élargir la gamme des mesures de soutien économique aux aidants. Donc là, on en a vu tantôt des soutiens économiques, on a avec les normes du travail, des crédits d'impôt, mais tu sais, on pourrait en avoir d'autres. Il y a des exemples ailleurs, il y a des exemples au Canada qu'on pourrait avoir des allocations pour les personnes aussi proches aidantes. Évidemment, ça prend des normes. Tout le monde ne peut pas se déclarer proche aidant et recevoir de l'argent. Il va falloir avoir des critères, des balises. C'est pas simple, là. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais ça se peut, ça se fait ailleurs. On peut s'informer puis on est capable de développer quelque chose qui correspondrait à nos besoins ici. Adopter des mesures de conciliation travail-proche aidance, ça a commencé avec la loi sur les normes du travail. On pourrait aller plus loin, prévoir par exemple un retour au travail, la formation pour le proche aidant qui a été 5-6 ans à s'occuper d'un proche là, puis qui n'était pas sur le marché du travail pendant ce temps-là et qu'il veut retourner 5-6 ans plus tard, là, il est un peu déconnecté. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de la formation ou un programme de réinsertion au travail pour les gens qui ont été proches aidants, par exemple? Donc, fournir des réponses adaptées à la diversité des proches aidants. On a parlé tantôt là, un peu des types de proches aidants, mais on ne parle pas tant que ça. Il y a d'autres proches aidants de communautés ethnoculturelles, des autochtones, des proches aidants qui sont eux-mêmes handicapés, par exemple. Il y a toutes sortes de réalités différentes, les hommes, les femmes, tout ça. Donc, adresser là, des services selon les besoins qui sont différents. Promouvons la bientraitance des proches aidants. Moi, je rêve d'une société où on va bien traiter nos proches aidants. Hein? Donc, quand je dis tantôt la communauté pour accompagner un aidé, là, pour moi, c'est ça. C'est une société bien traitante envers les proches aidants. Puis, favoriser le développement de connaissances empiriques et scientifiques. On a des tonnes d'études dans le domaine de la proche aidance, mais encore une fois, tout ça, c'est disparate. Regrouper ça en quelque part, avoir une chaire de recherche en proche aidance, avoir un observatoire, avoir quelque chose qui fait que tout est regroupé et on a accès rapidement aux dernières informations. Les intervenants pourraient plus facilement baser leur intervention sur des données probantes, donc des interventions qui ont été évaluées, qui sont efficaces, qui fonctionnent. Donc, si tout était rapatrié au même endroit. Donc, je termine en vous disant que les proches aidants, par leur soutien aux personnes les plus vulnérables de notre société, contribuent à maintenir en équilibre un système économique de solidarité sociale et de santé qui s'écroulerait sans cette indispensable contribution sociale. Il est grand temps de les reconnaître à leur juste valeur. Voilà. Les références, c'est... Donc, on serait...